tous sur le Paris Air Forum pour cette table ronde consacrée à l'accompagnement des banques et des fonds pour les entreprises françaises. Alors, je suis Caroline Bruno, rédacteur en chef adjoint du magazine Aérospatium. Je vais essayer d'introduire cette table ronde alors que l'économie traverse actuellement une crise sans précédent qui touche particulièrement un secteur d'excellence qui est l'industrie aéronautique et de défense française. Alors, une alliance de grande ampleur a lieu en ce moment entre les industriels, les politiques et différents organismes de financement afin de permettre de garder cette base industrielle exceptionnelle. Alors, quelle est la stratégie actuellement mise en place ? Quels sont les objectifs des acteurs à moyen, mais aussi à plus long terme ? Comment se passe le dialogue entre les différentes entités et organismes ? Et comment surtout agir concrètement pour sauvegarder cette excellence industrielle dont les capacités financières sont aujourd'hui mises à mal par la crise sanitaire ? Alors nous avons différents intervenants aujourd'hui qui vont nous aider à y voir plus clair. Monsieur Jean-Louis Giraudol, directeur général de Lazard, qui a conseillé de nombreuses banques du secteur aérospatial et de défense. Monsieur Jean-Louis Thierriot, député de Seine-et-Marne, co-rapporteur de la mission flash relative au rôle de l'industrie de défense dans la politique de relance, dit rapport Griveaux. Monsieur Marwan Laoud, président du directoire de S Management. Bonjour. Et par visioconférence, monsieur Emmanuel Viellard, directeur général de l'Easy Group. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors une première question un peu générale, mais qui va permettre à chacun en fait, de donner son point de vue sur la crise actuelle, qui est une crise sans précédent. Et donc j'aimerais savoir, selon vous, et chacun avec l'expérience qui est la vôtre, quels sont les écueils les plus importants à éviter pour les entreprises en ce moment et quelles sont les bonnes décisions qu'elles peuvent prendre ? Je pars de votre déclaration sur le fait que c'est une crise sans précédent et j'essaye de comparer aux précédentes. Après 30 ans dans le secteur, j'ai quelques points de comparaison. Le seul aspect qui fait de la crise actuelle une crise sans précédent, c'est son universalité. C'est-à-dire que le secteur aérien est touché sur toute la planète, ce qui fait qu'il n'y a pas de compensation géographique. L'activité se rétracte partout, et cette activité qui se rétracte fait que les conséquences pour les entreprises sont toutes simples, moins d'activité, moins de chiffre d'affaires, moins de résultats, moins de cash, moins. Mais là où la crise n'est pas sans précédent, c'est-à-dire qu'elle ressemble à ce qui s'est passé par ailleurs, c'est que les besoins de voyage sont toujours là. Ils ont changé, ils changent de nature, ils changent de localisation, mais les besoins de voyage sont toujours là. Donc pour l'aéronautique civile, le redémarrage est lent, mais il est présent. Et on redécouvre, c'est pour mon grand bonheur, si j'ose dire, les vertus de la dualité. C'est-à-dire qu'on redécouvre le fait qu'il n'y a pas que l'aéronautique civile dans la vie. Il y a aussi l'activité militaire, qu'elles sont liées, qu'elles se compensent, et que pour certains, des acteurs qui ont la chance d'avoir les deux, c'est une bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas les deux, il faut essayer de développer celles qui manquent. Alors, pour répondre directement à votre question, il y a 3 grands risques. Le premier, c'est de mourir avant le redémarrage. Le deuxième, c'est de mourir pendant le redémarrage. Et le troisième, c'est de mourir une fois que le régime établi a été atteint. Pour ne pas mourir avant le redémarrage, il faut faire attention à sa trésorerie, à sa liquidité. Je crois que ce qui a été fait à la fois par les entreprises, mais aussi par les pouvoirs publics en France, pour faciliter, et ça a été fait tout secteur confondu, ce n'est pas uniquement aéronautique, permet de dire, on peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans un mode panique concernant la trésorerie des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations à traiter, mais il n'y a pas des effondrements partout. Après, et je cite Guillaume Faury, le patron du groupe Airbus, le deuxième risque, c'est de mourir pendant le redémarrage. C'est-à-dire que quand la demande va repartir, ne pas être prêt à répondre à la demande. Et ne pas être prêt à répondre à la demande parce que justement, on ne s'est pas adapté, on n'a pas préparé, on n'a pas restructuré.
Et pour ça, il y a tout un champ d'investissement, et là on en vient plus à la question de fonds, quel est le rôle des banques et des fonds, tout un champ d'investissement pour justement se restructurer, pour s'adapter à la nouvelle donne. Et puis enfin, une fois le régime établi, il faut quand même être plus solide. Une chose que la crise actuelle nous montre, c'est que les pandémies universelles, ça existe. Donc les crises universelles, ça existe. Donc il faut chercher à se renforcer pour être plus fort demain. Ça, c'est le troisième volet. Après, juste le soutien aux situations de crise, l'investissement dans la restructuration, il faut investir dans la consolidation. Alors, Monsieur Viellard, Alors, le point de vue oui. justement d'une ETI, enfin d'une entreprise Voilà, industrielle. pour donner un peu de couleur à la présentation très brillante de Marwan, à laquelle j'adhère totalement. En fait, moi j'étais là également dans les crises précédentes. Donc, si on prend la crise qui a suivi le 11 septembre 2001, on a connu 2 années de baisse à 25% à peu près. Là, cette fois-ci, on a d'un mois sur l'autre des baisses de moins 50 à moins 60 avec des coupures complètes d'activité. Donc une baisse beaucoup plus violente. Et c'est en cela que la crise est totalement inédite par son amplitude et son universalité, comme il a été précisé. Donc pour les équipementiers et l'ensemble du tissu industriel qui est concerné par la crise, et en fait, il y a une première phase qui est une adaptation, ce qu'on appelle le resize. Donc comment je redimensionne mon activité, à quelle taille, comment je revois l'ensemble de mon paysage industriel, l'organisation des usines, les lignes de produits. Et puis tout de suite derrière, en fait, la question suivante qui se pose en tant qu'opérationnel, c'est de dire qu'est-ce que je dois dynamiser. C'est la partie boost. Donc, nous, on a un plan vraiment en 2 phases, avec une phase de redimensionnement et une phase où on doit saisir les opportunités de marché. On a parlé de dualité de l'activité avec l'activité défense, effectivement, qui tient bien, qui a même été relancée. C'est un point très, très positif qu'il faut bien entendu. Et puis ensuite, il y a le futur, il y a la R&D, il y a les avions verts, il y a comment je m'inscris dans un modèle de développement pour des avions nouveaux, et ce, dans un contexte extrêmement contraint. Donc là, on a une difficulté. Et puis, tout de suite, la question qui se pose, c'est au moment du redimensionnement, qu'est-ce que je coupe? Je dois garder mes compétences. Je dois garder des savoir-faire extrêmement pointus, extrêmement précis sur l'ensemble des activités. Sinon, je serais incapable de redémarrer, comme l'a très bien précisé Marwan tout à l'heure. Voilà, donc le paradoxe de la crise existante, c'est qu'on doit se poser des questions de très court terme et des questions de très long terme. Et c'est le propre de l'industrie aéronautique. Oui, je partage totalement ce qui a été dit. Moi, je pense que les 2 risques majeurs de cette crise, c'est une perte de compétences et une perte de souveraineté. La perte de compétences, ce sont les entreprises qui, aux différentes étapes qu'évoquait M. Laoud, vont disparaître. Il y a des compétences stratégiques, il y a des compétences critiques, telle petite pièce qui est absolument vitale. Et aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement, on n'est pas absolument certain qu'il y ait un effet, entre guillemets, de ruissellement sur notamment le réseau des PME liés au secteur de l'aéronautique ou au secteur de la défense. Ça, c'est vraiment un risque, cette perte de compétences. Le deuxième risque que je crois qu'il faut identifier à un peu plus long terme, c'est un risque de perte de souveraineté ou d'investissement étranger en France qui permettent de mettre la main sur des pépites qui auront eu leur situation financière, leur bilan gravement, qui aura beaucoup perdu en qualité. Il y a une réelle angoisse d'avoir de belles boîtes qui partent à la casse, rachetées par des étrangers. On a tous en tête Photonis, où le contrôle est nécessaire, mais à côté du contrôle, on n'avait pas les outils de financement pour permettre de reprendre convenablement ces entreprises. Donc le problème est vraiment un problème d'offre et de demande relancée notamment par la défense dans le secteur dual et dans le domaine de l'offre. Et c'est là où des fonds comme celui de M. Laoud sont absolument vitaux, être capable de répondre avec des financements
soit en fonds propres, soit bancaires, mais on y reviendra sur le sujet du financement de l'exportation, répondre à ces besoins financiers pour être capable de survivre pendant la phase aiguë de la crise et de redémarrer après, éventuellement en se restructurant, et ça, on y reviendra aussi. Merci. Je vais faire largement écho à un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Je voudrais, en introduction, souligner un point. Contrairement à d'autres crises, par exemple la crise de 2008, nous sommes dans un monde, et c'est important pour le sujet qui nous réunit, nous sommes dans un monde où il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Nous le savons, c'est une crise duale que nous rencontrons. C'est une crise qui est à la fois une crise d'offres, parce que les entreprises sont affectées dans leur fonctionnement, et une crise de demande, parce que les principaux clients n'ont plus d'activité et sont, pour certains, devenus insolvables. Mais ce n'est pas une crise financière. Contrairement à la crise de 2008, contrairement à la crise de 1929, nous ne sommes pas dans une crise qui est partie du secteur financier, qui affecterait sa capacité à fonctionner et à financer l'économie. Le financement de l'économie, ce n'est pas que l'État. C'est aussi des acteurs privés, les banques, les fonds d'investissement, les investisseurs divers et variés, les grandes entreprises. Et ce système financier, aujourd'hui, il fonctionne parce que nous sommes dans un univers de taux bas et qui vont le rester longtemps, et que les réactions de politique monétaire ont été les bonnes, parce que dans la plupart des États, tous les États, y compris ceux qui, comme le nôtre, étaient déjà très endettés, il y a une réponse budgétaire abondante. On peut toujours discuter son calibrage, mais elle a été là. Et parce que fondamentalement, nous sommes, en tout cas en Europe, dans un univers d'excédent structurel de l'épargne sur l'investissement, qui fait que nous avons énormément d'épargne prête à s'investir. Donc nous sommes dans un univers où il y a des moyens financiers. La difficulté, ça va être évidemment de les diriger là où il faut et au bon moment de la vie des entreprises. Et comme Marwan précédemment, moi je pense qu'il y en est dans une crise en 3 temps. On a eu le court terme, le moment le plus immédiat, où d'un point de vue financier, le besoin était d'abord un besoin de liquidité, d'assurer la liquidité à court terme de nos entreprises, grandes ou petites, en parallèle de ce qu'elles faisaient par ailleurs pour assurer la santé de leurs salariés et pour réorganiser dans l'urgence leur exploitation. On a un deuxième temps dans lequel nous sommes, qui va être le temps de la consolidation de ces financements et de la consolidation du modèle des entreprises dans un cadre pendant lequel, pendant plusieurs années, on va être dans un régime d'exploitation qui va être plus bas et qui doit en parallèle préparer l'avenir. Ça veut dire qu'on va devoir parler non plus de dette, non plus de liquidité, mais de financement à très long terme et de fonds propres. Il est indispensable que nos entreprises, qui auront consommé beaucoup de liquidités, ne rentrent pas dans la phase de rebond du cycle avec trop de dettes sur leur bilan, et que des instruments soient mis en place. Et le secteur privé, les fonds d'investissement ont beaucoup d'idées en la matière, l'État en a, les banques en ont, mais il est indispensable que nos entreprises entrent avec des fonds propres renforcés. Et puis il y aura un troisième temps, qui est le temps de la sortie de crise et du nouveau cycle, dans lequel les besoins des entreprises seront autres. Ce seront des besoins en fonds de roulement dans un premier temps, comme chaque fois que l'activité repart, et puis surtout des besoins d'investissement dans les technologies nouvelles, des besoins peut-être d'acquisition, de financement de fusion-acquisition, dans lesquels nos entreprises devront continuer à grandir. Dans ce contexte-là, vous avez posé la question des écueils, et j'en termine là. Pour moi, il y a plusieurs écueils à éviter. Le premier, c'est évidemment la perte de compétences. Cela a été dit, on le sait, la supply chain, c'est un continuum. Et s'il manque une entreprise dans la supply chain, le produit fini ne peut plus être réalisé. Donc il faut être attentif à l'ensemble des entreprises qui sont critiques. Et ceci est valable aussi au niveau des compétences humaines. On se souvient tous du problème d'EDF dans les années 90 et 2000, où après le grand cycle de construction du parc nucléaire français, on avait perdu les compétences humaines à l'intérieur, et ça a conduit aux difficultés de l'EPR. Il faut éviter évidemment de perdre, dans cette phase où les entreprises vont devoir diminuer en taille et réduire leurs effectifs, les compétences critiques. Deuxièmement, il faut évidemment ne pas sacrifier l'avenir. Et là, on le sait, il y a beaucoup d'enjeux pour le secteur, l'avion décarboné, l'avion autonome, l'utilisation de la data. Il y a énormément d'enjeux technologiques qu'il va falloir financer et qu'on ne peut pas sacrifier. Le premier réflexe, c'est toujours couper les CAPEX. C'est un réflexe vital à court terme, mais à moyen terme, il faut évidemment continuer à financer les CAPEX. Et puis, troisièmement, cela a été dit, on en reparlera, il y a la consolidation. Elle est importante si l'on veut faire jeu égal avec non seulement les Américains, mais demain les Chinois. N'oublions pas que dans les grands défis qui touchent le secteur, il y a évidemment, à moyen terme et long terme, l'émergence de la Chine, qui est en train de se construire une industrie aéronautique complète, avec une ambition déterminée. Et donc, il nous faut renforcer notre base d'entreprise, mais la consolidation, ça ne va pas de soi, ça ne se décrète pas de haut. C'est un processus qui nécessite l'accord des entreprises, qui nécessite de déterminer les bonnes valorisations et qui doit se mener avec discernement. Alors, vous avez
abordé déjà un certain nombre de sujets, notamment la question de la perte de souveraineté avec les investissements étrangers qui vont arriver et celui à plus long terme de la consolidation de la crise, mais de la consolidation du secteur. Mais pour revenir vraiment sur le moment actuel, en ce moment, il y a eu une injonction euphorisante, comme a dit un de mes interlocuteurs, de liquidité. Qu'est-ce qui se passe en fait et quelles sont les actions à mener maintenant pour permettre aux entreprises justement de passer le cap, de consolider leurs dettes, d'arriver à passer le moment difficile pour pouvoir dans un deuxième temps justement participer à cette restructuration et consolidation du secteur? Et comment les banques et les fonds peuvent les aider? Écoutez, je l'ai abordé dans mon exposé. On ne peut pas durablement, quand on est une entreprise, vivre avec un bilan déformé et déformé au bénéfice d'une dette de court terme censée financer la trésorerie et avec insuffisamment de ce qu'on appelle le haut de bilan. Donc il est indispensable que nos entreprises, après avoir bénéficié de financements qui étaient vitaux et qui ont été bienvenus, et tant les banques que l'État se sont mobilisés à cette fin. Mais il est indispensable, si on veut s'inscrire dans la durée, que ces financements soient remplacés par des financements de haut de bilan, c'est-à-dire un mélange de fonds propres, de dettes de long terme, comme une entreprise doit être financée. Les fonds propres, ils existent dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'investisseurs, ils peuvent venir de la consolidation, comme ils peuvent venir d'un certain nombre d'initiatives privées. ACE en est un exemple, et beaucoup de fonds privés sont intéressés à investir dans nos entreprises. Mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Allez-y, non. Oui, je partage totalement cette analyse. On a un problème court terme, un problème de restructuration de long terme. Le problème de court terme, ce sont en tout cas plus pour le secteur de la défense que l'aéronautique en général. C'est le financement notamment des crédits export, pour une série de raisons sur lesquelles on reviendra, qui sont les règles de compliance, l'extraterritorialité du droit, je pense notamment au droit américain, des choix RSE de responsabilité sociale et environnementale qui fait qu'un certain nombre de banques n'osent pas ou ne veulent pas aller sur la défense. Voire, vous avez vu ce qui est en train de se passer avec l'indice DAX à Francfort, où ils voudraient sortir de l'indice les entreprises qui font plus de 10% d'armement, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises ont du mal à financer des crédits export, alors même qu'elles ont des carnets de commandes potentiellement pleins. J'en ai auditionné dans la mission parlementaire que je fais sur le financement de l'industrie défense. Donc ça, c'est un problème de court terme. On a un problème de restructuration à long terme, et là, c'est évidemment une solution de haut de bilan qui sont soit des dettes long terme, soit des fonds propres, soit de nouveaux outils, obligations perpétuelles ou autres. Enfin, on aurait toute une série d'outils qu'on pourrait inventer, mais on retombe dans le problème que j'évoquais tout à l'heure, et là, je me tourne vers le banquier et le dirigeant de fonds qui est là. Comment arriver à mobiliser ces fonds face à ces réticences de compliance, de règles RSE ou d'un certain nombre de fonds et de fonds qui sont souvent des fonds de fonds et où de toute façon, dans leurs fonds, il y en a qui ne veulent pas aller sur le secteur de la défense. Donc comment gérer ce problème-là pour des entreprises qui ont impérativement besoin de fonds propres, également pour éviter des acquisitions hostiles hors zone Europe? Je prends... Oui, Marwan, je voulais juste préciser une chose, parce que là, j'ai les derniers chiffres qui sont à jour. Pour la profession, hein, pour les PME du GIFAS et pour les équipementiers, c'est à peu près 880 millions d'euros qui ont été injectés à court terme grâce aux prêts garantis par l'État. Donc effectivement, quand on parle de côté euphorisant ou moi je dirais anesthésiant, dans la partie redimensionnement, donc la première partie hein, que je décrivais tout à l'heure, les entreprises ont eu une injection de liquidité suffisante pour pouvoir tenir sur le court terme. Et on le voit aujourd'hui, en fait, les défaillances qui peuvent être connues à ce jour, ce sont des défaillances du passé. Donc c'est déjà des sociétés qui étaient en très mauvaise difficulté précédemment. Là, en l'occurrence, il y a cette injection de liquidité à court terme, et je le rappelle, c'est un prêt. C'est un prêt avec un moratoire de remboursement à 1 an, mais après, il faudra se poser la question du remboursement. Et ça ne résout pas absolument ce que vous avez mentionné concernant ensuite la structuration
la consolidation, le renforcement des fonds propres et comment on transforme tout ça pour pouvoir passer les défis du futur. Et dans le futur, non pas simplement le futur à court terme, parce qu'on sait très bien que le démarrage de 2021 et même l'ensemble de l'exercice 2021 va être un exercice très difficile. Et puis ensuite, il y a 2022, il y aura un financement de la croissance. Et donc, comme on a des besoins en fonds de roulement très lourds, il faudra également financer tout ça. Donc on voit bien qu'on dépasse largement les échéances du PGE. Et donc la question aujourd'hui se pose et est bien posée, de savoir comment est-ce qu'on renforce les fonds propres, comment est-ce qu'on consolide l'ensemble de la filière sans perdre sur les questions de souveraineté et sur également la complétude de la filière. On pourrait y revenir tout à l'heure avec son caractère extrêmement complexe. Dès le lendemain du premier confinement, on a eu l'occasion de l'évoquer avec Emmanuel autour du bureau du GIFAS. Cette question des fonds propres était posée. Il fallait absolument ne pas se contenter de l'anesthésie, mais aller chercher les remèdes. C'est comme chez le dentiste. Vous sortez de chez le dentiste, vous êtes anesthésié, mais quand l'anesthésie s'en va, vous vous rendez compte qu'on vous a extrait 3 molaires et qu'on vous a installé un bridge, et ça fait très mal. Donc il faut éviter de se contenter de ça. Et dès fin mars, on avait déjà en tête l'idée qu'il fallait mettre en place des moyens pour intervenir, on va dire, en fonds propres ou en quasi-fonds propres. On ne va pas rentrer dans la technique. Il faut être souple, il faut être flexible. C'est ce que nous avons essayé de mettre en place. Alors, la première question qui vient, c'est est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? On a déjà ça. On a réussi à lever quelque chose comme... aujourd'hui, on est autour de 650 millions d'euros. On va aller vers le milliard d'ici le premier trimestre. Et on a commencé à déployer. Et heureusement que l'injection d'anesthésie a été faite, parce qu'on fait ça sans panique. On fait ça en ordre. Pour répondre à votre question sur l'accès au fonds, malgré tout ce qui peut être dit sur la réticence, sur la difficulté, sur les règles RSE, ESG, on les appelle comme on veut, la liquidité est telle sur le marché qu'avec un peu de méthode et en étant extrêmement rigoureux dans la présentation de ce que l'on fait et dans la présentation de ce que l'on dit, on est capable de lever. Alors on ne peut pas lever aussi largement, je ne dis pas que ça ne bloque pas, mais il y a suffisamment de liquidité pour agir. Moi, je retourne un peu votre question et je dis, pour nous, la problématique, c'est celle de la souveraineté. C'est comment faire en sorte de ne pas se contenter d'interdire quelque chose, mais de trouver des solutions. C'est peut-être une question de génération, Jean-Louis. Notre génération, il est interdit d'interdire. Donc, on évite l'interdiction, on trouve des solutions. Et la solution, c'est mettre en place les outils, que ce soit du haut de bilan, du bas de bilan, que ce soit toute autre forme qui permette de conserver ce qui doit être conservé. Je crois que c'est ça la problématique principale. Le reste, c'est très ennuyeux parce que ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de choses à présenter, mais je pense que malgré tout, on arrive à s'en sortir. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, je partage totalement votre avis. Notre mission, c'est de rendre l'avenir possible et pas de le bloquer à travers des interdictions excessives. Est-ce qu'une des pistes, je parle pour les contrôles étrangers, ne serait pas de développer dans notre système juridique un système plus proche du droit américain avec les proxy boards qui permettent à la fois d'avoir des fonds étrangers, parce que de toute façon, on ne va pas réinventer la France d'hier fermée. Donc, fonds étrangers, oui, mais avec des outils juridiques qui permettent de contrôler vraiment la souveraineté à travers des proxys. C'est naturellement une très bonne idée, et je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Notre droit des investissements étrangers a commencé à évoluer. Il y a eu des réformes successives
qui en ont à la fois, certes, élargi le champ à peu près toute l'économie. Aujourd'hui, ça dépasse très largement les industries de pure souveraineté, mais surtout dans sa pratique, il est devenu plus souple et plus inventif, et on trouve ici ou là, à l'occasion de l'acquisition par des investisseurs étrangers d'entreprises sensibles pour la sécurité ou la souveraineté nationale, des formes qui commencent à se rapprocher de ce qu'on trouve aux États-Unis, où on parvient à isoler certaines parties de l'entreprise, à imposer qu'elle soit gérée simplement par des Français, etc. Je pense qu'il faut aller au terme de cette évolution, et votre idée est évidemment la bonne, d'avoir un système de proxy board. Il ne faut surtout pas interdire la France au capital étranger. Je rappelle que la consolidation, nous sommes toujours dans notre pays, notamment lorsqu'il s'agit de grands mouvements, très heureux et très fiers lorsque des entreprises françaises acquièrent des entreprises étrangères. Donc évidemment, il faut accepter la réciproque, il faut être capable de la faire vivre. J'ajoute que, combiné à l'existence d'instruments financiers qui permettent à des capitaux français d'intervenir là où on ne peut pas tolérer, malgré tous les instruments de protection, on aura un système complet. Je cite dans l'actualité hier, en fait, une entreprise d'intelligence artificielle. Voilà, Earthcube Preligence, absolument. Alors, justement, vous parlez des investissements étrangers et de la possibilité pour eux de venir sur le territoire pour aider parfois des entreprises qui en ont besoin. Comment est-ce que dans le grand mouvement de restructuration et de consolidation qui s'annonce, peut-on malgré tout préserver justement la base industrielle européenne, la base industrielle française, et comment faire justement pour que cette consolidation qui s'annonce soit à l'avantage des entreprises françaises? Comment vous pouvez les aider pour ça? Il ne faut pas faire preuve de fébrilité et d'enfermement. Il faut retrouver ce qui était la devise de l'aérospatiale quand je suis arrivé à l'aérospatiale en 98, l'esprit de conquête. Au fond, nous avons, et Emmanuel Viellard est un exemple vivant, présent avec nous, nous avons les meilleures entreprises du secteur dans le monde. Je le dis avec beaucoup de modestie. Eh bien, ces entreprises, elles sont capables de consolider la filière, non seulement en Europe, mais mondialement. Et il faut juste leur donner les moyens. Il faut leur donner la capacité de le faire, d'aller chercher le bon investissement, la bonne opération de fusion-acquisition avec le bon interlocuteur, qu'il soit européen, nord-américain ou même plus largement asiatique. Nous sommes au cœur. Le risque, le danger, c'est de s'enfermer. Si on ferme nos frontières, ils fermeront les leurs et on restera chacun chez soi et on se rétrécira tout seul, comme des grands. Moi, Oui. Allez-y, Emmanuel, allez-y. Oui. Excusez-moi, je vais juste rebondir puisque Marwan m'a interpellé. Pour tout à fait confirmer ce point de vue, notre croissance, si je prends l'ISI en exemple, on a pu la faire avec une croissance très forte et très ambitieuse aux États-Unis. Aux États-Unis, on a pu le faire parce qu'on avait la taille critique. Donc aux États-Unis, on a une équipe qui est chargée du développement, de l'intégration. Et donc, quand on a 9 heures de décalage et aujourd'hui des déplacements qui sont compliqués, on voit mal une petite société française avec une base d'activité extrêmement faible pouvoir prendre un pied aux États-Unis, ne serait-ce que dans une spécialité bien pointue, parce que c'est compliqué à gérer. Donc, il faut avoir une taille critique. Et là, on rejoint l'idée de la consolidation. Il faut faire émerger des champions dans des spécialités. La difficulté de l'aéronautique est que le nombre de spécialités est immense. Et si vous manquez une des spécialités, vous perdez le principe de souveraineté. Donc, à l'image des 350 sociétés qui composent le GIFAS, la diversité est énorme. Après, avoir 350 champions, ça va être un petit peu compliqué, mais au moins dans quelques filières d'excellence, on peut essayer de garder cet avantage. Et en tous les cas, tous les acteurs du GIFAS sont bien mobilisés. Et je pense que tout le monde a bien compris l'enjeu. Voilà, maintenant, il faut juste s'organiser pour pouvoir le réaliser avec un certain succès. Non, je reprendrai les mots d'Emmanuel Viellard. Je crois que tout le monde a bien compris l'enjeu. Je crois que la première chose à avoir en tête, c'est qu'on est
On a la chance et l'honneur d'avoir en France un secteur de premier plan, comme l'a dit Marouane, au meilleur niveau mondial et avec des acteurs qui agissent en pleine responsabilité. Nous avons au sommet de ce secteur quelques très grands groupes dont on connaît le parcours depuis 20 ans, qui ont été eux-mêmes des consolidateurs et qui aujourd'hui sont là et gardent l'œil et savent faire en sorte que leur supply chain reste vivante et active. Et c'est une de leurs missions. Et ils le font. Alors, on trouve que parfois, ils le font de manière trop sévère, ils le font de manière trop avare, mais ils le font, premièrement. Deuxièmement, en dessous de ces grands groupes, on a un certain nombre d'entreprises françaises, Lizzie en est l'exemple, il y en a quelques autres, qui ont commencé à jouer ce rôle dans la consolidation, qui ont, dans le même temps, pris pied sur d'autres marchés, parce que, comme cela a été dit, c'est absolument indispensable que nos entreprises françaises ne soient pas des entreprises renfermées sur un pays, un continent, un seul client. Il faut absolument diversifier nos expositions et accroître les marchés sur lesquels nous sommes. Donc on a la chance d'avoir cette prise de conscience. Je pense que grâce à cela, grâce au fait qu'il y a de l'argent privé ou public qui est prêt à s'investir, les éléments de la consolidation sont là. Ensuite, la consolidation, il ne suffit pas, comme disait l'autre, de sauter sur son cabri, sur sa chaise en disant la consolidation. C'est un art d'exécution. On a des entreprises qui ont une histoire. On a des entreprises qui ont ou non une logique industrielle à se rapprocher. On a des actionnariats familiaux. On a des entrepreneurs. Il faut à chaque fois créer les conditions. Et comme le disait Marouane, c'est un jeu pour lequel il faut une certaine patience et qui ne peut pas se décréter de haut. Mais je crois que là, ce qui doit nous encourager, c'est qu'il y a une prise de conscience et de responsabilité complète au niveau du secteur. Oui, je partage encore une fois totalement cette analyse avec une petite inquiétude qui concerne moins les PME, mais qui peut quand même se poser, qui est la réglementation communautaire et le droit de la concurrence. Qui n'ont pas intégré la notion de champion européen et qui ont une vision de la concurrence à l'échelle européenne et non pas à l'échelle mondiale. Et dans un certain nombre de secteurs, cela peut être très critique. Et je crois qu'on doit être très vigilant là-dessus, ne pas empêcher des restructurations ou des consolidations qui pourraient permettre d'avoir des champions mondiaux. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur le périmètre de la concurrence en droit communautaire qui peut nous bloquer dans un certain nombre de domaines. C'est vrai dans le naval notamment, où aujourd'hui il y a un vrai sujet, mais pas que dans le naval. On connaît tous un certain nombre de secteurs, souvent des secteurs de technologie duale. Enfin, prenons le cas des satellites, par exemple, qui est une illustration parfaite de ce que dit Jean-Louis Thiriot à l'instant. Alors justement, vous parliez de cette consolidation qui doit respecter une logique industrielle. On sent que c'est une des préoccupations principales. Est-ce que cette logique industrielle déjà peut avoir lieu dans le cadre européen ? Est-ce que également l'idée d'avoir un fonds souverain, alors national ou européen, vous semble être une bonne idée pour aider justement le secteur ? Il ne faut pas se faire d'illusions. L'Hexagone est trop petit. Même le continent européen est trop petit. Je cite très volontiers des travaux très anciens auxquels j'ai participé dans la préhistoire. C'est ceux du livre blanc sur la défense de 1994. Vous voyez, ça nous rajeunit pas. En 1994, on avait déjà identifié 3 cercles. Il y avait le cercle de ce qui était souverain et nationalement souverain, c'est-à-dire qui devait se faire sur le territoire national. Et quand on fait la liste, c'est très peu de choses. Ensuite, il y a le deuxième cercle. Le deuxième cercle, c'est ce qui peut se faire au niveau européen. C'est beaucoup d'activités aéronautiques et de défense qui peuvent être partagées avec nos partenaires européens. Et puis ensuite, il y a un troisième cercle qui est celui que l'on peut aller chercher dans le vaste monde. Donc la consolidation, elle va se faire principalement dans le deuxième cercle et elle va toucher le troisième. Il ne faut pas croire que en réunissant 2 entreprises, sans citer d'exemple, une du Lot-et-Garonne et l'autre de l'Ariège, on va créer des champions mondiaux.
il va falloir aller chercher le championnat mondial. Il est mondial, justement. Le fonds souverain, aujourd'hui, en fait, on a pléthore d'instruments. Ce que fait BPI France en particulier est remarquable. Hein, il y a énormément d'instruments. C'est plus la coordination des instruments, c'est plus la mise en œuvre, c'est plus la volonté, c'est plus la planification que d'avoir des instruments nouveaux. D'ailleurs, je suis tout à fait en ligne. Quand je compare moi mon activité aux États-Unis et mon activité en Europe, l'activité duale aux États-Unis supporte beaucoup plus l'activité commerciale avec des programmes d'une ampleur considérable. Et donc, quand on fait le parallèle par rapport à l'Europe, en Europe, on a les moyens de lancer des programmes qui soient significatifs et qui soutiennent réellement l'industrie. Ne serait-ce que le programme de l'avion de combat du futur, le SCAF, il est très important et stratégique que les fonds européens soient mobilisés sur le financement du programme et pas sur le financement des entreprises, parce que comme ça a été dit plusieurs fois, il n'y a aujourd'hui aucun sujet de financement où il y a beaucoup de liquidités. Il y a plusieurs types de fonds. Il y a le fonds ACE qui intervient avec des moyens qui sont déjà significatifs. Il y a la BPI et puis tous les acteurs de private equity, donc en plus des acteurs privés et des opérationnels et des sociétés opérationnelles. Donc il y a tous les moyens d'une consolidation. Et aujourd'hui, le sujet, c'est pas tellement le fonds souverain de consolidation au niveau européen, c'est plus le sujet des programmes. Il faut que les programmes soient significatifs, qu'ils soient supportés au niveau européen avec une dimension européenne. Et là, il y aura une activité de support, il y aura une activité duale qui sera extrêmement puissante. Sur le spatial, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des programmes européens crédibles dans la durée avec une visibilité. Voilà quelques exemples que l'on peut citer. Oui, je partage totalement votre avis avec quand même 2 nuances. Je pense que l'idée de fonds souverain, qui effectivement n'a probablement de sens qu'au niveau européen, a une réelle utilité sur un certain nombre d'entreprises qui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, compliance au sens large, n'arrivent pas à se faire financer. Par ailleurs, j'ai eu des échanges avec un certain nombre d'entreprises du GIFAS qu'on auditionnait. Alors, c'était plus des PME. Je n'ai pas toute leur historique financière et je pense que certaines étaient déjà dans des difficultés. Mais il y a visiblement des difficultés. Donc, ça peut avoir un sens. Je pense surtout, et c'est un peu l'esprit de Definvest notamment, que ça peut avoir un intérêt comme effet de levier pour attirer d'autres fonds. C'est-à-dire que rêver aujourd'hui qu'un fonds souverain fasse seul la consolidation en Europe, ça n'a pas de sens. Évidemment, ça demande des sommes considérables et ça serait une forme de fermeture qui paralyserait une partie de notre économie. En revanche, utiliser des structures de cette nature pour être un signal et pour être un levier, je pense que ça peut avoir son intérêt. Oui, non, moi je partage ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on a une approche de ces secteurs-là qui est une approche nationale, domestique, et on a, comme ça a été très justement dit, un certain nombre d'instruments. Ce que fait ACE, au fond, s'approche de ce que ferait un fonds souverain, mobilisant de l'argent national, public et privé, au bénéfice de l'indépendance, le cas échéant, dans un cadre consolidé d'un certain nombre d'entreprises très importantes d'un point de vue technologique. Ce que fait la BPI s'approche également de cela. Viendra peut-être un jour où cette approche pourra être au niveau européen. C'est le jour où le premier et le deuxième cercle de Marwan commenceront à se confondre. Et pour ça, j'en reviens à ce que disait Emmanuel Viellard, ce qui est clé. Quand on regarde l'histoire, il n'y a jamais eu de consolidation industrielle quand il n'y a pas eu le support de programmes. Tout commence par les programmes. Il faut d'abord qu'il y ait des programmes, notamment dans le domaine de la défense, de l'espace. Il faut d'abord qu'il y ait des programmes comme support d'une consolidation industrielle et pas l'inverse. Et ça, c'est extrêmement important au niveau national comme maintenant au niveau européen. Et c'est là où je trouve que la réduction par rapport aux ambitions initiales du Fonds européen de défense est un très mauvais signal. On était à 13 milliards, on est passé à 7. Alors les optimistes diront c'est mieux que rien. Je pense que symboliquement, c'est une grosse erreur. C'était l'occasion d'avoir une démarche orientée programme avec des signes forts. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que la conjonction d'une crise qui oblige à une restructuration et de programmes européens est une opportunité pour les entreprises françaises et pour les fonds ? Vous n'avez pas l'air d'accord ?
Si, entièrement. Je vais citer de nouveau Guillaume Faury. Guillaume, il dit régulièrement il ne faut pas rater l'occasion d'une bonne crise. On a une crise sans précédent. Vous avez commencé par là tout à l'heure. On est dans une situation extrêmement complexe, mais les fondamentaux de notre activité sont là. La demande va repartir. On a la chance d'avoir de la liquidité disponible, en tout cas mobilisable. Et donc, c'est le moment ou jamais de se projeter. Il faut sauver ce qu'il faut sauver, mais surtout, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut se projeter dans l'aviation décarbonée. Il faut se projeter dans les nouvelles formes de voyage. Il faut se projeter dans l'autonomie du vol. Il faut se projeter dans l'amélioration des méthodes de production et de fabrication. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un enjeu fondamental. Cette usine 4.0, industrie 2.0, vous appelez ça comme vous voulez, mais le fait de préparer l'avenir de notre industrie, finalement, la crise nous en offre l'opportunité. Il faut le faire maintenant. Non, je crois que ces enjeux de consolidation, on ne les découvre pas. Ils étaient déjà très largement présents à l'esprit des industriels comme des investisseurs. Comme l'a rappelé Marwan Laoud il y a quelques minutes, c'est un marché mondial. Et dès avant cette crise, nos industriels étaient dans un très grand mouvement de consolidation domestique, européenne, et progressivement vers de nouveaux marchés. Cette consolidation, elle était pour l'instant très largement, j'allais dire, à l'intérieur du domaine civil, commercial. On peut se poser la question de savoir, quand on regarde comment Boeing résiste à la crise grâce aux commandes militaires, s'il ne faut pas réfléchir à nouveau à des consolidations mixtes, duales, entre du civil et du militaire. On sait que ça a été essayé à certaines périodes. Mais cette consolidation, elle existe. Et ce qu'offre la crise, c'est la possibilité de mobiliser subitement des moyens supplémentaires pour accélérer un certain nombre de transitions industrielles et permettre peut-être de reprendre ce mouvement de consolidation. Oui, je rebondis sur ce que vous évoquiez. Je pense que c'est un des éléments que je regrette vivement dans le plan de relance, c'est qu'il y a eu 3 piliers dans le plan de relance et il n'y a pas eu un volet défense et souveraineté. Ce volet défense, pour les entreprises duales du secteur, aurait pu permettre de passer le cap et de favoriser la mise en place de cette consolidation. Alors l'aéronautique a été un peu moins maltraitée que d'autres secteurs, parce qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, que ce soit pour Airbus ou pour les hélicoptères. Mais cela posé, on a eu une légère accélération de la LPM, mais rien d'autre. Et je pense que c'était le moment justement d'utiliser ce levier d'une commande publique qui aurait pu aller beaucoup plus loin. On a un plan de relance à 100 milliards ou un peu plus. Quelques milliards pour la défense en plus auraient permis d'aller plus vite sans déstructurer l'organisation de l'outil militaire, puisqu'il suffit d'accélérer globalement la LPM, et ça pouvait permettre à un certain nombre d'entreprises de passer le cap avec un carnet de commandes davantage plein. Monsieur Viellard, le point de vue de l'industriel justement sur ce mouvement de consolidation? Alors, ce mouvement de consolidation, effectivement, quand on regarde les équipementiers qui ont une structure de TI et pour quelques sociétés de grands groupes, il y a en fait au niveau français, comme on l'a dit tout à l'heure, un trop petit nombre de sociétés qui ont commencé cette consolidation et on a beaucoup de petites structures. Donc là, on est à une occasion unique. Il faut que cette consolidation, pour qu'elle se passe avec responsabilité dans le long terme, il ne faut pas qu'elle se situe dans le court terme et dans le champ d'action des services achats, des donneurs d'ordre. Il faut que ce soit une réflexion qui soit vraiment stratégique et positionnée dans la durée. Et on fera émerger, j'en suis convaincu, des champions, comme l'expliquait Marwan tout à l'heure, parce qu'on en a la capacité et la technologie. Après, il y a un tel nombre de maillons pour pouvoir assurer une souveraineté dans l'intégration des systèmes
que ça va être long et compliqué. Et surtout, c'est une opération d'une finesse et d'une délicatesse, mais j'en suis sûr, Marwan va pouvoir gérer ça très bien, en tout cas pour une grande partie. Et puis, on peut compter sur les sociétés qui sont déjà un petit peu structurées pour jouer leur rôle également. Donc, en tout cas, nous, c'est notre ambition au niveau de l'ISI que d'être partie prenante. Et puis, je voudrais également rajouter que l'ensemble de la profession est complètement mobilisée, hein, qu'il y a eu immédiatement, dès la crise annoncée, une réaction globale de l'ensemble de la filière, le support des donneurs d'ordre, des attitudes responsables et constructives. Donc, c'est l'ensemble de la filière qui est mobilisée pour organiser les choses entre nous, comme on l'a toujours fait au niveau du GIFAS, et ça fonctionne très bien. J'espère qu'on montrera des résultats positifs pour la suite et pour passer cette crise. Je voudrais insister sur ce dernier point, un petit peu en réponse aux commentaires faits par monsieur le député sur l'aéronautique moins maltraitée que d'autres secteurs. Il est clair que les pouvoirs publics ont été très attentifs à la situation de l'aéronautique. Il est aussi clair que c'est la structure même de la filière aéronautique, l'existence du GIFAS dont on ne mesure pas en temps de paix, si j'ose dire, toute l'importance, mais dont on mesure en temps de guerre combien il joue un rôle clé. Cette communauté d'intérêts qui se manifeste autour de la table du syndicat professionnel, où les donneurs d'ordre, les sous-traitants, les ETI, les PME, les grands, les petits sont tous présents, et où ils mettent de côté les querelles, j'allais dire, inévitables quand on est dans une relation de client-fournisseur, pour faire valoir l'intérêt de la filière. Je crois que ça, c'est très, très, très important. Et on pourrait en prendre, considérer ça comme un modèle de structuration si on voulait un petit peu avancer dans d'autres secteurs. Oui, alors n'étant pas adhérent de l'une ou l'autre des structures, je ne peux pas avoir d'avis sur le fond. Moi, je crois que ça dépend vraiment du secteur. L'aérien, par définition, est très dual. Donc, il peut y avoir une logique de filière assez aisée à mettre en place. C'est la même chose dans le naval, où la construction navale d'une frégate ou d'un paquebot, c'est évidemment pas la même chose, mais il y a quand même beaucoup de points communs. C'est très différent sur le sujet. Alors, c'est pas l'objet de ce forum, mais c'est très différent sur l'armée de terre, où finalement, cette notion de filière est beaucoup plus difficile à porter, y compris au sens large dans l'opinion publique. C'est plus facile de communiquer quand on vend des Airbus que quand on vend des canons César. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on ait ça en tête. Mais autrement, bien sûr que ces interlocuteurs sont absolument vitaux. Je travaille avec chacun d'entre eux et ils font tous un travail formidable, le GIFAS en particulier. Alors, il nous reste à peine plus de 5 minutes et j'aimerais bien vous faire un peu de prospective parce que cette crise va se finir à un moment, en tout cas on l'espère tous. Les gens vont pouvoir reprendre l'avion. J'aimerais bien savoir ce que vous voyez pour la filière dans 5, 10 ans, voire à plus long terme. Je vais commencer. En 2035, en 2036, plus exactement, j'aurai 70 ans. Donc je serai retraité, je l'espère. Et retraité, j'irai voyager pour mon plaisir. Et je me vois bien volant dans un avion zéro émission, dans un avion zéro émission qui extrêmement respectueux de l'environnement, avec des matériaux à l'intérieur, à bord, que ce soit les matériaux de la cabine, que ce soit les matériaux j'allais dire du fuselage, qui sont très peu consommateurs de ressources naturelles. Un avion dans lequel finalement on monte facilement, on se promène.
Il y a très peu de problématiques de pilote, c'est-à-dire que c'est très simple, à piloter, c'est tellement simple à piloter qu'il ne faut pas un équipage pléthorique pour monter à bord. Et tout ça produit par une supply chain qui est extrêmement consolidée, c'est-à-dire qui fonctionne comme elle a fonctionné jusque-là, mais qui est capable d'en produire en quantité dans des délais très courts. C'est-à-dire où le temps de production d'un avion est réduit, on va dire divisé par 2. Le temps de développement d'un avion est divisé par 3. Ça, c'est les enjeux techniques, technologiques. Je finis là-dessus parce que je suis ici comme représentant d'un fonds d'investissement, donc comme un financier, mais je suis un ingénieur à l'origine. Et je me souviens quand j'ai pris le choix d'entrer dans ce secteur aéronautique en 1986. C'est un moment où on lançait en même temps le programme Rafale, le programme A320, le programme Ariane 5, le programme Hermès, le programme Columbus, et j'en oublie, je pourrais parler des satellites d'observation Spot et Helios, je pourrais parler des programmes de missiles. Il y avait un lancement, il y avait une envie, il y avait une frénésie presque de développement et de technologie qui, pour le jeune ingénieur que j'étais, était un rêve. Et j'aimerais qu'on fasse rêver un peu nos jeunes aujourd'hui. Voilà, c'est un point qui est très important. Donc, pour que les rêves de Marwan se réalisent, si vous voulez, si on fait un petit retour sur le passé, ça fait, moi, depuis que je suis dans l'industrie aéronautique, 25 ans, un peu plus. Ça fait 25 ans qu'on travaille pour des avions qui soient plus sûrs, des avions qui soient plus économes, des avions qui soient plus faciles à fabriquer, moins chers. Donc, voilà, on a travaillé sur ces thèmes-là. Et notamment sur le thème de la sécurité qui était absolument clé. Eh bien, là, la génération qui vient, donc les 25 ans qui viennent, cette génération va travailler sur des avions qui soient totalement décarbonés, avec comme l'a dit Marwan, hein, une rapidité dans la conception et dans la fabrication, donc une réactivité de l'ensemble de la filière. Et nous, pour nous industriels, ça veut dire des changements nécessaires qu'on a déjà engagés, hein, et on a déjà des résultats. On parlait de l'industrie 4.0. Cette industrie 4.0, elle est déjà dans les ateliers. On a déjà de l'intelligence artificielle sur nos machines, sur nos équipements. On est capable de tout paramétrer et d'avoir des automatismes extrêmement surprenants avec des machines qui progressent elles-mêmes. Donc, si vous voulez, il y a ce mouvement qui est déjà engagé et moi je suis convaincu que l'ensemble de l'industrie va y arriver. On va pouvoir progresser d'une façon très spectaculaire. C'est une vraie conviction et en tout cas une vraie ambition. Merci. 1 minute chacun pour nos dernières interventions. Simplement, l'avenir dépendra de la passion du produit. Et quand j'entendais Erwan Laoud, c'est vraiment en étant passionné de ce qu'on fait, en voyant ces étoiles dans les yeux des ingénieurs ou des cols bleus qui construisent nos avions, qu'on se dit qu'on peut bâtir l'avenir. On ne le fera qu'avec de l'ouverture, parce qu'une vision strictement défensive nous bloquerait, strictement bloquée sur nos frontières. Et puis le dernier point, c'est soyons quand même lucides, ne courons pas avec des boulets aux pieds. Ça veut dire limitons la réglementation, notamment de la concurrence qui nous paralyse, et n'ayons pas sur nos épaules le poids de règles de droit ou de règles de compliance qui paralysent nos ambitions. Impossible n'est pas français, et je pense que pour l'industrie aéronautique, c'est vraiment possible. Merci. Non, moi je crois profondément, sur la base de ce qui vient d'être dit, que la France et l'Europe, parce que c'est au niveau européen qu'il faut considérer les choses, ont les moyens d'avoir à l'horizon dont nous avons parlé une industrie complète, indépendante, assise sur des fournisseurs qui se seront regroupés et où pour chaque grande fonction de l'avion, nous aurons 1, voire 2 fournisseurs européens indépendants, car n'oublions pas qu'à cette échéance-là, nous ne serons plus 2 avec les Américains, mais nous serons 3, nous, les Américains et les Chinois. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette table ronde. Merci à tous nos intervenants et à bientôt sur le Paris Air Forum.